Dernière partie de ce cours sur la description d'un système thermodynamique à l'équilibre. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques aspects énergétiques euh, associés à la description d'un gaz dans une enceinte. Dans le chapitre qui suivra, nous étudierons beaucoup plus en détail, à l'aide du premier principe, les échanges énergétiques que peut avoir un système avec l'extérieur. Alors si je considère un système thermodynamique, donc constitué de beaucoup de particules, je vais pouvoir écrire que son énergie mécanique est la somme de 4 termes. Le premier terme, EC macroscopique, ça va être l'énergie cinétique qui est due à un mouvement d'ensemble de mon gaz, par exemple. Donc imaginons que j'ai une enceinte remplie avec un gaz. Le centre de masse de cet ensemble sera situé à peu près au milieu, ici. Et bien ce terme d'énergie cinétique macroscopique va être dû à un mouvement du centre de masse. Donc par exemple, si je prends cette enceinte et que je la mets dans une voiture qui roule, j'aurai un terme d'énergie cinétique macroscopique. Dans la pratique, on verra dans les situations qu'on étudie, ce terme il est quasiment toujours nul. Le deuxième terme, EP extérieur, c'est un terme d'énergie potentielle extérieure qui est dû à des forces extérieures au système. Par exemple, la force de pesanteur. Sur toutes les particules que constitue mon système, ici, je vais avoir une petite force de pesanteur qui s'applique. Et à chacune de ces forces de pesanteur, je vais pouvoir associer une énergie potentielle de pesanteur. Et bien le terme EPExt, ce sera la somme des énergies potentielles de pesanteur qui s'appliquent sur chacune des particules. Pareil, en pratique, ce terme-là sera très souvent constant ou nul. Le troisième terme, EC microscopique, va être un terme d'énergie cinétique qui est dû à l'agitation thermique. On l'a vu dans la vidéo précédente, les particules qui constituent le gaz sont en mouvement incessant à l'intérieur de l'enceinte, et donc ils vont avoir une certaine énergie cinétique à cause de ce mouvement. Et bien ce terme d'énergie cinétique due au mouvement d'agitation thermique, c'est ce qu'on va appeler EC microscopique. Et dernièrement, EP int, ça va être un terme d'énergie potentielle intérieure, donc qui va être dû aux interactions des particules de gaz entre elles. Si je zoome un petit peu sur mon enceinte et que je prends, mettons, 3 particules, cette particule-là va subir une force de la part de celle-ci, plutôt attractive comme ça, de la part de l'autre, et ces forces, on va leur associer une certaine énergie potentielle. Et bien la somme de toutes les énergies potentielles, de toutes les interactions des particules les unes avec les autres, constituera ce terme EP intérieur. Alors la somme du terme EC microscopique plus EP intérieur, c'est ce qu'on va appeler l'énergie interne du gaz, et on va la noter U. Ainsi, on va pouvoir réécrire l'énergie mécanique totale du gaz comme le terme d'énergie cinétique macroscopique, plus le terme d'énergie potentielle extérieure, plus le terme d'énergie interne. Lorsqu'on faisait de la mécanique, du point ou du solide, rappelez-vous, on écrivait que l'énergie mécanique, c'était la somme du terme d'énergie cinétique macroscopique, qui était dû au mouvement du centre de masse, 1 demi de mv carré, plus un terme d'énergie potentielle, qui en fait était le terme d'énergie potentielle extérieure. Donc ici, lorsqu'on décrit un peu plus finement le système, on va venir rajouter ce terme d'énergie interne qui va permettre de faire intervenir, on le verra plus tard, la température du système. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie interne dans le cas d'un gaz parfait ? Dans le cas d'un gaz parfait, on a vu que une des hypothèses du modèle, c'était de négliger les interactions des particules de gaz entre elles. Si on néglige ces interactions, alors l'énergie potentielle intérieure est nulle. Et donc l'énergie interne se résout au seul terme d'énergie cinétique microscopique. Pour continuer, et pour essayer de calculer ce terme d'énergie cinétique microscopique, on va admettre un théorème qu'on appelle le théorème d'équipartition de l'énergie, qui dit la chose suivante. Alors je ne vous demande pas de le retenir ou de le connaître, c'est juste pour vous expliquer les expressions qui vont suivre. Donc ce théorème il dit que dans un système thermodynamique à l'équilibre, à une température donnée, chaque degré de liberté des particules contribue pour 1,5 de kBt à l'énergie cinétique microscopique moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un gaz monoatomique, donc qui va être constitué de particules
qui contiennent un seul atome, par exemple l'hélium. Chaque particule a 3 degrés de liberté au cours de son mouvement dans le gaz. Ces 3 degrés de liberté sont des degrés de liberté en translation. Ils peuvent translater sur 3 directions de l'espace. Ça veut donc dire que l'énergie cinétique microscopique moyenne dans ce gaz, ça va être 3 degrés de liberté multiplié par 1,5 de kBt pour chaque degré de liberté. Ça, c'est le théorème d'équipartition qui nous le dit. Et si on a grand N particules dans le gaz, on va multiplier ça par grand N pour avoir l'énergie cinétique microscopique totale du gaz. On aboutit alors à l'expression qui est ici. On va donc en déduire que l'énergie interne dans un gaz parfait monoatomique s'écrira 3,5 de nRT. Alors, comment est-ce qu'on passe de cette forme-là à cette forme-là? Eh bien, il suffit de réécrire la quantité totale de particules comme étant le produit de la quantité de matière par le nombre d'Avogadro. Et on va retrouver, comme lorsqu'on a établi l'équation d'état du gaz parfait, le produit NaKb, qui est la constante des gaz parfaits, grand R. Donc cette loi, elle est très importante. Elle porte un nom, on appelle ça la première loi de Joule. Et elle nous dit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Dans un gaz diatomique, il y a un petit peu plus de degrés de liberté. Alors, cette molécule diatomique ici, par exemple du dioxygène, elle va pouvoir translater selon 3 directions de l'espace. C'est-à-dire que le centre de masse peut translater selon les 3 directions que je vous affiche ici à l'écran. Ça nous fait donc un nombre de degrés de liberté de 3. Donc si je calcule la valeur moyenne de EC, je vais obtenir 3 degrés de liberté. Ensuite, cette molécule diatomique, elle peut tourner sur elle-même. Et le mouvement de rotation sur elle-même va rajouter des degrés de liberté. Alors cette molécule, elle peut tourner autour de cet axe-là, c'est-à-dire qu'elle va tourner comme ça. Ça va me rajouter 1 degré de liberté. Mais elle peut également tourner autour d'un axe qui serait perpendiculaire au plan de la figure. Comme ça. À ce moment-là, elle va tourner dans ce sens. Ça va me rajouter 1 degré de liberté. Je ne vais pas prendre en compte la rotation autour du 3e axe, qui serait celui-là, pour une raison assez simple, c'est qu'on voit que si la molécule tourne autour de cet axe, en fait, elle reste inchangée. Donc ce degré de liberté-là n'est pas pris en compte. On a donc 5 degrés de liberté pour une molécule diatomique. Chaque degré de liberté participe à l'énergie cinétique microscopique pour 1,5 de kBt. Et si on multiplie par grand N le nombre total de molécules dans le gaz, on obtient l'expression qui est proposée ici. Par la même transformation que précédemment, en remplaçant grand N par la quantité de matière et le nombre d'Avogadro, on obtient l'expression suivante. Pour un gaz parfait diatomique, l'énergie interne s'écrit 5,5 de nRT. Alors cette expression est également la première loi de Joule appliquée à un gaz diatomique. La conclusion est la même. L'énergie interne d'un gaz parfait n'est fonction que de la température. Si on prend des gaz qui sont plus que diatomiques, triatomiques par exemple, on peut montrer que l'énergie interne est toujours fonction que de la température. Par contre, le terme numérique ici est différent. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas d'un gaz de Van der Waals pour terminer? Eh bien, dans le cas du gaz de Van der Waals, ce qu'on a vu, c'est que les interactions entre particules ne sont plus négligées. Effectivement, dans le terme de pression, dans l'équation d'état, on avait rajouté quelque chose qui permettait de tenir compte du fait qu'on avait des interactions qui étaient plutôt attractives. C'est-à-dire qu'on était sur la courbe d'énergie potentielle d'interaction plutôt dans cette partie-là. À ce moment-là, quand on écrit l'énergie interne, comme le terme d'énergie cinétique microscopique plus le terme d'énergie potentielle intérieure, eh bien le second terme ici n'est plus nul. Il devient différent de 0.
Alors le terme d'énergie cinétique microscopique, on vient d'en parler, et on vient de dire qu'il était proportionnel à la température. Donc on va l'écrire sous la forme suivante, CVT. Je ne vous parle pas pour l'instant du coefficient CV qu'on rencontrera dans le chapitre qui va suivre. Et le deuxième terme, donc le terme d'énergie potentielle intérieure, comme on a dit que l'interaction était plutôt attractive, et qu'on est sur cette partie-là de la courbe, il va être négatif. Donc dans l'énergie interne, le terme d'énergie potentielle intérieure ici va être négatif à cause de ce caractère attractif. On peut voir que dans le cas d'un gaz de Van der Waals, la première loi de Joule n'est plus vérifiée. En effet, l'énergie interne dépend cette fois de la température, mais également du volume du gaz. Effectivement, si on comprime un gaz de Van der Waals, comme la distance entre les particules va varier, le volume va diminuer, on peut voir que la force d'interaction et donc l'énergie potentielle d'interaction entre les particules va également varier.